Good evening, ladies and gentlemen. Bonsoir, mesdames et messieurs. Merci d'être là et bienvenue à la 10e Assemblée générale annuelle du Centre de recherche sur le développement international, ou CRDI. Je m'appelle Margaret Biggs et je suis présidente du Conseil des gouverneurs du CRDI. Et je vais maintenant convoquer la réunion. Tout d'abord, quelques petites questions d'intendance. La réunion se déroulera dans les 2 langues officielles. Alors, il y a des écouteurs à l'arrière de la salle pour l'interprétation simultanée. Et la réunion est également enregistrée pour usage ultérieur. À votre disposition au fond de la salle. La réunion est également enregistrée sur support vidéo pour être utilisée Alors, nous avons des invités intéressants, un sujet très intéressant à vous présenter ce soir. Vous avez entendu parler du travail que fait le CRDI depuis toute l'année, comment le CRDI se lance dans les politiques d'aide internationale, s'occupe des changements du monde et de ce qui se passe dans l'hémisphère sud. Comme vous le savez, le succès du CRDI dépend beaucoup de la force de son équipe et plusieurs des membres du personnel de l'équipe du personnel de l'équipe de direction sont ici ce soir. C'est grâce à eux que le CRDI a connu tellement de succès. C'est grâce à vous qui savez déceler les occasions émergentes et guider les organisations de recherche, les chercheurs avec qui vous travaillez, aider les chefs de file à s'adapter et à mettre leurs innovations à l'échelle. Et c'est grâce à vous que l'organisation est une source d'enorgueillement pour le Canada. On a souvent des questions sur la visibilité du CRDI ici même au Canada maintenant. Et on va y travailler parce qu'ailleurs, le CRDI est très bien connu. Mais on sait aussi que le CRDI est très bien connu dans des régions du monde. C'est l'une des premières choses auxquelles on pense quand on parle à des décideurs à cause de l'influence du CRDI au fil des décennies grâce à ses compétences, la recherche effectuée et qui influence tant les décideurs d'autres pays. Alors, merci à tout le personnel et à l'équipe de direction du CRDI et pour avoir aidé à distinguer le Canada dans son travail. Je veux aussi remercier le Conseil des gouverneurs du CRDI, les gouverneurs ici présents aujourd'hui, qui consacrent leur temps, leurs compétences au rôle du Canada dans le monde, au développement mondial, international, grâce à leur gouvernance, leur surveillance, leur bonne gestion. Alors, je suis ravie donc de vous dire que nous avons 5 nouveaux gouverneurs cette année, nommés par le ministre au cabinet en mai. Ils sont ici ce soir. Akwasi Aidoo, veuillez vous lever s'il vous plaît, et Alex Awiti. Gilles Rivard, Stephen Toop et le 5e est Purnima Mané qui ne peut être des nôtres ce soir. Nos nouveaux gouverneurs vivent et travaillent dans différentes régions du monde, alors nous avons une belle diversité dans nos délibérations. L'un de nos gouverneurs, Chénour Koja, a vu son mandat renouvelé pour un 2e mandat de 3 ans. Et alors, il est bien d'avoir cette continuité. Il y a 3 gouverneurs dont les mandats sont arrivés à terme au fil de l'année, Alana Boyd, Scott Gilmore, Uri Rosenthal, et on a eu la possibilité de les remercier au Conseil de leur contribution, mais j'aimerais quand même les remercier ici publiquement pour leur contribution, la franchise, la candeur de leur conseil et ce qu'ils ont fait pour contribuer à la gouvernance du CRDI. Nous sommes également en compagnie de gouverneurs de longue date. Ce ne sont tout de même pas des vétérans, mais ce sont des gouverneurs qui sont parmi les nôtres depuis plusieurs années. Je vais vous les présenter et veuillez vous lever aussi. Vice-président Chandra Madramuthu, Barbara Trenholm, qui est présidente du comité de finances et de vérification, Marianne Chambers, qui est présidente du comité des ressources humaines, John MacArthur, qui est président du comité d'apprentissage, de rendement et de stratégie, et le docteur Dominique Corti, et bien sûr, le président du CRDI, Jean Lebel.
Maintenant, Jean a été nommé pour un mandat de 5 ans en mai dernier comme président du CRDI. Il était président intérimaire depuis 2003. Maintenant, il a un mandat depuis 2013, pardon. Maintenant, il a eu un mandat renouvelé. Félicitations, Jean. Il a hâte de s'attaquer à un autre 5 ans. Le thème du rapport le plus récent du CRDI est la recherche au service de l'autonomisation. Alors, l'autonomisation est fondamentale à la mission du CRDI, mais je pense qu'on met un accent là-dessus maintenant. Les gens sont autonomisés quand ils ont les connaissances, les ressources qu'il faut pour prendre des décisions et passer à l'action pour améliorer leur vie, leur gagne-pain, la vie de leur communauté. Et cette année, dans le rapport annuel, on met en lumière sur l'amélioration de l'autonomisation économique. Et vous pouvez regarder le rapport sur le site Web. Et on se concentre nécessairement sur l'autonomisation qui se conjuge à la question de la sexospécificité. Le gouvernement du Canada a placé l'égalité des femmes et des filles au cœur de sa politique étrangère et de son aide internationale. Et je pense que le CRDI, au fil des ans, a accordé une place centrale au genre, à la sexospécificité dans le cadre de la recherche pour le développement. Et c'est ce que l'on veut faire pour promouvoir la croissance économique, une croissance qui fonctionne pour tout le monde. Et bien sûr, nous voulons mettre l'accent sur l'objectif 5 des ODD. Alors, pour que la croissance fonctionne bien pour tout le monde, elle doit être transformationnelle pour autonomiser la position économique des femmes. Il faut donc éliminer les obstacles structurels et sociaux qui empêchent les femmes de réaliser leur plein potentiel et de protéger leurs droits économiques. À la réunion de demain du Conseil, nous allons passer des leçons que nous avons apprises au CRDI au fil des ans et de nos priorités pour cette année. Alors, j'ai le plaisir maintenant de vous présenter le président du CRDI, Jean Lebel, qui va nous parler des programmes du CRDI pour la sexospécificité et des priorités réalisation du centre. Ensuite, nous aurons une présentation d'un chef de file au CRDI en matière d'intelligence artificielle, Matthew Smith, et je le présenterai dans un instant. Alors, tout d'abord, Jean. Merci, Margaret. Bienvenue à tous. I just need to make sure that the micro... Bien. Merci d'être ici ce soir. Alors, j'aimerais vraiment commencer en reconnaissant le Conseil des gouverneurs du CRDI. Margaret vous a présenté les membres. Et Margaret elle-même, comme présidente du Conseil, je la remercie pour le leadership qu'elle offre au CRDI et pour l'orientation stratégique qui est cruciale pour avoir un impact durable de par le monde entier. Et je peux dire que c'est un conseil exceptionnel que nous avons dûment constitué. Et pour moi, c'est vraiment l'une des grandes réussites de l'année. Alors, Margaret et membres du Conseil, merci à tous. Dans la salle, tous mes collègues employés au CRDI et tous ces employés qui sont parmi vous représentent vraiment le moteur du CRDI et le travail qu'ils accomplissent, le travail que vous accomplissez est fort précieux pour nous, mais surtout pour les gens pour qui nous travaillons dans les pays en voie de développement. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter des histoires de changement qu'ont rendu possible les travaux de recherche financés par le CRDI. Je vous parlerai de l'importance de la présence sur le terrain du CRDI et de la manière dont nous catalysons notre vision de la sexospécificité ou des questions de genre. So first, stories of change. Alors, d'abord, ces histoires de changement. Ma première histoire a trait à Zipporah Mutoni. Elle vit à Korogocho, un petit établissement à Nairobi, au Kenya. Après la naissance de sa fille, elle a eu de la difficulté à trouver un emploi tout en s'occupant de son enfant.
il y a bien des jours où elle ne gagnait que 20 cents canadiens par jour. Alors, le problème de Zipporah est malheureusement bien courant. Les frais de garderie empêchent bien des femmes de pouvoir atteindre leur potentiel économique. Zipporah compte parmi les plus de 1200 mères qui ont participé à un essai contrôlé randomisé. C'est une expérience. Alors, on a vérifié si, en améliorant l'abordabilité et la qualité des services de garde d'enfants dans les environnements urbains les plus pauvres, accroissait la participation des femmes dans les activités économiques. Résultat, les services de garderie abordables ont libéré bien des femmes qui ont pu se trouver un emploi. Leur revenu a augmenté, de même que leurs économies. Zipporah travaille maintenant et utilise les services de garde. Elle a assez économisé d'argent pour passer d'une seule pièce à une maison beaucoup plus grande qu'elle loue. Et ce projet fait partie des possibilités de croissance pour les femmes qu'on appelle à l'interne GROW. Le CRDI aime beaucoup les acronymes. Alors, ce programme appuie 14 projets qui portent sur l'autonomisation économique des femmes dans 50 pays, grâce au fonds de la Fondation Hewlett et du CRDI. Cette année, on a célébré GROW alors que le programme est arrivé à sa fin. Et vous en apprendrez plus sur GROW sur notre lien à l'Internet. Sur Winnie Bunsigiha. Winnie vit en Ouganda, pays de notre gouverneur Dominique Corti. Il y a 4 ans, Winnie et sa famille, vivant dans une demeure dénuée d'un plancher et coiffée d'une toiture en chaume. Elle vivait dans une demeure dénuée d'un plancher et coiffée d'une toiture en chaume. Quelques vaches produisaient du lait, mais ne permettaient pas d'en tirer un revenu substantiel. En 2014, Winnie a reçu une formation sur une méthode peu coûteuse de transformation d'un nutritif yogourt probiotique utilisant des bactéries lyophilisées. Cela a transformé sa vie. Elle a commencé à vendre ce yogourt à ses voisins et au centre commercial local. Et à mesure qu'augmentaient ses ventes, elle achetait du lait d'autres fermières. Aujourd'hui, Winnie dirige un groupe de femmes, le groupe de femmes d'Ikamiro du district de Kiboga, qui produit quotidiennement de 150 à 200 litres de yogourt probiotique. Winnie gagne 4 500 $ canadiens par mois. Elle emploie 27 femmes et jeunes. Elle participe à la formation d'autres groupes de femmes et elle contribue à la sécurité alimentaire de sa collectivité. Winnie fait partie des 700 000 femmes dans 24 pays qui, depuis une dizaine d'années, ont bénéficié du support du Fonds canadien de recherche sur la sécurité alimentaire internationale, qui se termine cette année et qui a reçu le support du CRDI, mais également des Affaires mondiales du Canada. Nous avons célébré au cours de la dernière année les réalisations de ce programme qui est arrivé à terme. Nous avons tenu un événement à Ottawa, plus tôt en octobre, de 2 jours. Winnie y a participé et son histoire a inspiré l'ensemble de notre auditoire, comme ce fut le cas l'an dernier pour nos gouverneurs qui ont rencontré Winnie durant une visite sur le terrain en Ouganda. Vous pouvez en apprendre plus au site du CRDI. Stories of change like these. Les histoires de changement comme celle-ci sont rendues possibles grâce à la présence du CRDI sur le terrain, grâce à nos bureaux régionaux surtout. Les bureaux régionaux en Inde, en Jordanie, au Kenya et en Uruguay sont vitaux. Ils renforcent les capacités, veillent à ce que le soutien à la recherche du CRDI soit ciblé au niveau du pays et qu'on entretienne de bonnes relations. En février, le CRDI a signé un protocole d'entente avec le gouvernement de l'Inde. Eh bien, ce protocole permet au Canada de continuer d'appuyer de la recherche importante en Inde et dans la région de l'Asie, où le CRDI a soutenu près de 600 projets depuis 1974 en Inde seulement. Alors, nous avons aussi signé un accord de payout avec le gouvernement de Jordanie et nous prévoyons maintenant ouvrir un nouveau bureau régional à Amman, en Jordanie. Et ceci reconfirme notre engagement à appuyer la recherche qui change des vies au Moyen-Orient et en Afrique du Nord.
Alors, ces bureaux régionaux améliorent la capacité du CRDI de faire du travail sur le terrain qui intègre les connaissances locales pour relever les défis et créer des ponts entre les contextes locaux et les priorités mondiales du CRDI, ce qui m'amène à mon prochain point, la sexospécificité. Nous y travaillons depuis bien longtemps, mais il reste encore beaucoup à faire. Nous voulons voir comment tirer parti de notre expérience pour améliorer la vie des femmes et des filles dans le monde entier, appuyer les autres intervenants dans notre secteur et aider le Canada à donner suite à sa politique internationale d'aide aux femmes. Ce faisant, nous revoyons notre travail sur la sexospécificité pour mieux comprendre, approfondir et positionner notre démarche pour la recherche transformatrice sur la sexospécificité. Recherche financée par le CRDI élimine les obstacles structuraux à l'aide de données probantes. Le Centre d'excellence sur les systèmes d'enregistrement et de statistiques de l'État civil est un centre de ressources mondiales que nous supportons et qui appuie activement les efforts nationaux visant à développer, renforcer et adopter à grande échelle les systèmes d'enregistrement et de statistiques de l'État civil. Des données fiables sont essentielles pour élaborer des politiques de programme qui profitent aux personnes mal desservies et difficiles à atteindre. Et ces personnes, vous n'en serez pas surpris, l'écrasante majorité est constituée de femmes. Par exemple, les femmes, les filles et certains autres groupes vulnérables ont absolument besoin d'une preuve d'âge, une identité pour travailler, pour ouvrir un compte bancaire, avoir accès au crédit, posséder une entreprise, voter. Si vous n'existez pas dans un système d'enregistrement des données civiles, vous n'existez pas. Et vous ne pouvez pas avoir accès à ces services. C'est fondamental. Si vous êtes reconnu, vous êtes visible. Ce fossé invisible est l'une des priorités de recherche soutenues par le CRDI. Je vais vous faire part d'un dernier exemple tiré de la province vietnamienne de Tay Nguyen. Dans les régions éloignées du Vietnam, les taux de mortalité maternelle sont presque 4 fois plus élevés que chez les groupes ethniques minoritaires. Le projet dont je fais mention ici a utilisé les téléphones mobiles pour améliorer la visibilité des femmes membres de minorités ethniques et leurs besoins en matière de santé, en menant en communication des centaines de femmes en âge de procréer avec des professionnels de la santé de la municipalité au moyen des téléphones mobiles. Elles ont reçu des messages textes contenant des renseignements sur la santé personnalisée en fonction de leur profil. Le système est connecté directement au système d'information de gestion de la santé provinciale, et ce qui permet de regrouper, d'analyser les points de données individuels afin de favoriser la planification fondée sur des données probantes. Ces femmes sont désormais reconnues et par conséquent, leurs besoins sont plus susceptibles d'être pris en compte dans les fonds et les services pour la santé. We will continue in the future to... Nous allons continuer à l'avenir de partager des exemples comme celui-ci et d'apprendre du travail des autres. Et nous allons synthétiser ces leçons. Par exemple, nous participerons à la conférence Women Deliver à Vancouver au printemps prochain. C'est la plus grande conférence du monde sur l'égalité des femmes et la santé, les droits et le bien-être des femmes et des filles. Nous allons également organiser des événements publics sexo-spécifiques ici même à Ottawa. Le prochain aura lieu jeudi prochain au Marriott à 13h. Il se portera sur les données, les femmes et les filles. Et Margaret sera la modératrice de la discussion. Et on espère bien vous y voir. Alors, l'importance accordée à la sexospécificité contribue aux discussions que nous aurons au Conseil pour influencer le prochain plan stratégique du Centre. Et on vous tiendra au courant. Et très fructueuse et nous avons d'excellentes perspectives pour l'avenir. Cela est particulièrement le cas pour ce qui est de 2020, l'année 2020, non pas mon acuité visuelle, mais l'année 2020, car cette année sera importante pour nous. 2020 is the year that we will be. 2020, c'est l'année qui nous permettra de célébrer le 50e anniversaire du Centre. Mais ce sera également l'année où nous allons lancer notre nouveau plan stratégique. Nous planifions
Pour l'occasion, une célébration qui attirera l'attention sur la puissance et l'impact de la recherche au service du développement. Prêt à cette célébration, consultez notre site Web au cours de cette année et des mois qui viennent, nos bulletins, nos médias sociaux pour avoir d'autres nouvelles à ce sujet. This look towards the future. Alors, ce regard vers l'avenir est tout à fait à propos et très important pour nous. Et c'est l'une des caractéristiques du CRDI d'anticiper ce qui viendra sur notre route pour le développement des régions du monde et notre monde aussi. Et quelle meilleure introduction maintenant pour redonner la parole à Margaret, vu que le prochain présentateur nous parlera, lui, d'intelligence artificielle. Merci. It's my pleasure now to... Je suis heureux de présenter Matthew Smith, qui est un dirigeant de programme dans notre programme. Il travaille avec nous depuis 10 ans et dirige l'équipe du centre qui considère les occasions et les risques des innovations numériques dans les pays en voie de développement. Il a aussi un diplôme en IA de l'Université d'Edinburgh, aussi un doctorat en système d'informatique de London School of Economics and Political Science. Vous êtes britannique, vous êtes canadien. Bon. Mathieu gère et dirige des recherches dans le champ de la technologie et du développement international depuis plus de 15 ans. Il était co-auteur de ce document sur l'IA qu'on a publié un peu plus tôt à la conférence de Montréal. Il est un dirigeant dans ce domaine. Il va nous parler d'intelligence artificielle, les occasions et les risques pour les pays en voie de développement et ce que le CRDI fait pour faire avancer le savoir, la compréhension et les solutions politiques dans les pays du Sud. Je suis agent de programme au programme Technologie et Innovation du CRDI. Je suis ravi d'être ici à propos de l'intelligence artificielle et de son potentiel de développement humain, basé sur un rapport que nous avons écrit cette année. En termes simples, l'intelligence artificielle ou IA est une discipline qui cherche à améliorer les performances des machines dans le domaine de tâches typiquement humaines, telles que la prise de décision ou prévision, le traitement du langage naturel, la reconnaissance de modèles et l'optimisation de solutions. En fait, cela peut être très utile dans une situation comme celle-ci pour un anglophone comme moi. C'est vrai, Matthew. Vous savez, les applications d'intelligence artificielle peuvent faire beaucoup plus que la traduction d'une langue. Saviez-vous que l'intelligence artificielle peut déjà battre les champions du monde Go, Chess et Jeopardy, diagnostiquer une maladie cardiaque, prédire nos états émotionnels et conduire des voitures? L'IA sera révolutionnaire. Les experts disent que l'intelligence artificielle est la plus grande opportunité commerciale aujourd'hui. Ils estiment que d'ici 2030, l'IA augmentera le PIB mondial de 15,7 billions de dollars. Assez impressionnant, non? Pretty impressive indeed. Oui, c'est très impressionnant. C'était Google Translate, une des applications mieux connues en IA. Et tout ce que vous avez entendu maintenant, c'était le résultat de ces traductions. Peut-être que vous avez trouvé des tournures de phrases un peu bizarres, mais ça n'a pas toujours été tellement impressionnant. J'ai fait une maîtrise
bien avant qu'il existe Google Translate. Depuis, j'ai travaillé dans la recherche de technologie et le développement international et j'avais pensé qu'il c'était important ou pertinent de me concentrer sur l'IA. Dans mes expériences, quand vous approfondissez, c'est moins impressionnant qu'on pourrait penser. Mais il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis 18 ans. En particulier, il y a la puissance de l'informatique et la capacité de cueillir énormément de données ont dirigé sur des avances spectaculaires. Mais il y a aussi des événements qu'on trouve souvent dans les maîtrises. Cette nature Jekyll and Hyde m'a fait connaître un genre de... je suis passé de la passion aux préoccupations à l'espoir et je vais vous en parler maintenant. D'abord, la passion. Notre futur en IA n'est pas encore rédigé, mais ce qui est clair, c'est que ça va transformer nos vies. C'est une série de technologies fondationnelles qui travaillent en coulisses et avec de nouvelles façons de travailler, organiser et produire. La transformation va se produire dans le pays du Sud. La possibilité des avantages sont énormes. Ces technologies vont apporter des occasions passionnantes. Par exemple, l'éducation. En ce moment, 103 millions de jeunes entre 18 et 25 ans manquent de compétences. Plus de 60% sont des femmes. L'IA a un rôle à jouer en faire avancer l'éducation. Par exemple, les systèmes de tutorat peuvent permettre un apprentissage personnalisé de haute qualité. Et dans le domaine de l'agriculture, aux diapositives, vous pouvez voir une application IA qui diagnostique des maladies dans des plantes de manioc. Cette application, créée par un laboratoire en Ouganda, peut profiter aux petits agriculteurs dont les revenus dépendent énormément, sont vulnérables à ces maladies. Une approche semblable a été développée pour une application qui reconnaît la malaria dans des échantillons de sang. Ce système est meilleur pour les tests d'anticorps qui existent maintenant. Les applications peuvent aller au-delà de l'université. Bientôt, on peut s'imaginer qu'une application IA dans un téléphone intelligent, appuyé peut-être par un travailleur de santé, peut jouer le rôle de médecin à faible coût pour des populations éloignées. Ces exemples nous indiquent comment l'IA peut être extrêmement valable en s'occupant des pénuries dans l'expertise et ensuite remplacer des équipements qui coûtent cher. Mes préoccupations, toutes les technologies ont des aspects négatifs et la puissance de l'IA fait que ces aspects respectifs soient inquiétants. C'est pas parce que l'IA est méchante ou problématique, mais c'est le contexte de son utilisation qui influence ces résultats. Malheureusement, il semble que dans l'ensemble, l'IA peut augmenter les inégalités et instabilités dans les pays du Sud. C'est principalement parce que le contexte actuel est d'inégalité entre les pays et entre les classes socio-économiques, les différents sexes et les ethnicités. Ça va influencer les innovations et les gens qui vont en profiter ou être les victimes. D'abord, je vais parler d'un écart dans l'infrastructure technologique malgré les téléphones mobiles et la bande large. Quelques 4 milliards de personnes n'ont pas d'accès à l'Internet. Qu'est-ce qui se passe avec l'IA dans ces distributions inégales de l'infrastructure? Ce fossé se manifeste aussi dans une fausseté des données, où les jeux de données pour les algorithmes qui permettent aux machines d'apprendre sont cueillis dans le Nord. Mais les données peuvent refléter des inégalités. Ça arrive quand les données sont sous-représentées, incomplètes ou saisissent des préjugés économiques, sociaux et culturels. Si l'IA est formée avec ce genre de données et reproduit, elle va reproduire ces préjugés. Par exemple, vous avez entendu parler de la technologie de recrutement d'Amazon
qui était fondé surtout sur les CV des hommes. Ce n'est pas surprenant d'apprendre qu'il y avait des préjugés contre les candidates. Une application en Floride peut influencer des décisions par rapport aux condamnations ou la liberté conditionnelle. Une analyse de cette application a démontré que les Noirs étaient 2 fois plus probables d'être des criminels que les Blancs. Le deuxième niveau est la capacité de concevoir, développer et utiliser les technologies État. C'est aussi les capacités institutionnelles dans les gouvernements pour réglementer efficacement les nouvelles technologies. Alors, vous pouvez vous imaginer comment ce fossé peut façonner le déploiement et les résultats de l'intelligence artificielle dans l'hémisphère sud. Vous vous souvenez des 15,7 billions de PIB que j'ai mentionné au départ? Eh bien, le gros, 10,7 billions, devrait revenir à l'Amérique du Nord et à la Chine. Seulement 1,7 billion reviendront à l'hémisphère sud, ou à peu près 11 à peine. Que dire des prédictions de perte d'emploi? Un rapport de 2016 de la Banque mondiale estime que les 2 tiers de tous les emplois dans les pays en développement seront susceptibles à l'automatisation. De plus, les pays les plus à risque seront peut-être aussi les moins bien organisés pour avoir des mesures de protection sociale. Enfin, le fossé de l'intelligence artificielle signifie que les défis sociopolitiques et économiques de l'hémisphère sud ne sont pas très élevés dans le programme de recherche et de développement de l'intelligence artificielle. Quel piètre portrait! Comme je l'ai dit, il y a toujours des risques, comme par exemple les dictateurs numériques et autres mauvais intervenants qui pourraient exercer une surveillance suralimentée ou encore des campagnes de mésinformation hautement ciblées. Espoir. Nous sommes très certainement à l'aube d'une nouvelle ère, d'un avenir d'intelligence artificielle à établir. L'analyse présentée est plutôt sobre, mais il est bon d'avoir les yeux grands ouverts. Qui plus est, je veux être bien compris, ce n'est pas un rejet de l'intelligence artificielle que je fais. Au contraire, je pense que ce serait irresponsable d'ignorer le potentiel d'intelligence artificielle pour promouvoir le bien-être des êtres humains, comme améliorer les productions agricoles et améliorer les soins de santé. Alors, le rapport, en fait, offre des possibilités d'application très efficaces et fiables pour nous permettre d'atteindre nos objectifs de développement durable. Le rapport met en lumière les endroits où l'AI peut jouer un rôle important. Au CRDI, on a constaté qu'avoir une longueur d'avance sur les technologies émergentes est crucial. Alors, nous devons produire des données probantes qui informent l'innovation, la réglementation et les politiques sociales. Ce faisant, on constate que les gouvernements peuvent être très réceptifs à la recherche et aux données probantes. Il est crucial toutefois que toute démarche que l'on entreprenne implique une grande gamme d'intervenants et de perspectives. Les répercussions sociales dramatiques de l'intelligence artificielle signifient qu'elle ne peut pas être confiée aux technologues et techniciens seulement. Il nous faut des gens de tous les domaines qui le comprennent et participent, y compris les personnes qui seront touchées par ces technologies. Alors, que fait le CRDI? Eh bien, en fait, nous avons appuyé la recherche impliquant l'intelligence artificielle depuis un bon moment, mais sous différents noms. Par exemple, nous avons soutenu la recherche qui utilise les mégadonnées à partir d'opérateurs de téléphones mobiles pour étudier comment on peut faciliter la formulation de politiques de développement. Toutefois, maintenant, nous voulons concentrer plus directement sur les possibilités et les défis de l'intelligence artificielle. Nous allons commencer plusieurs types d'activités pour traiter de ce fossé de l'intelligence artificielle. Mais d'abord, on va lancer un réseau d'excellence en Afrique subsaharienne. Nous avons fait une petite cartographie des intervenants qui s'engagent dans l'intelligence artificielle dans l'hémisphère sud. L'image sur la diapo représente l'Afrique subsaharienne, ce qui est apparent surtout au milieu
Et c'est de voir à quel point il y a beaucoup de nouvelles capacités dans cette région. Le réseau d'excellence sera le premier réseau régional à relier les chercheurs en apprentissage machine avec des scientifiques sociaux, des éthiciens, des acteurs en développement, des décideurs et des sources de financement. Deuxièmement, nous allons tâcher d'améliorer l'éducation dans l'hémisphère sud. Les enfants apprennent des faits et doivent apprendre des faits et apprendre à coder. Ils doivent aussi apprendre les solutions à des problèmes, penser différemment, sortir des sentiers battus, à l'apprentissage constant. Enfin, ils doivent maintenir un bon équilibre mental dans ce monde imprévisible. Troisièmement, nous allons travailler avec d'autres bailleurs de fonds similaires à nous pour établir une initiative de développement pour l'intelligence artificielle avec un mandat de recherche à traduire en politique. Ces interventions ne sont pas des solutions à court terme, mais plutôt le début d'un plan à long terme qui permettra de créer une capacité individuelle et organisationnelle qui assurera le développement éthique et le déploiement approprié des applications d'intelligence artificielle. Personnellement, je suis encore incertain en toutes ces émotions. Je suis emballé quand j'entends parler de nouvelles applications IA et de leur application dans le développement, mais je reste sainement sceptique des limites de ces technologies. Et je suis aussi préoccupé par l'avenir et le potentiel pour l'intelligence artificielle à accroître les inégalités et l'instabilité de l'hémisphère sud. Toutefois, je me sens énergisé et plein d'espoir quand je pense que le CRDI peut jouer un rôle pour réduire ce fossé de l'intelligence artificielle et aider à façonner un meilleur avenir pour tous. Et après ma présentation, j'espère que vous aussi. That was super. Thank you very Super, merci beaucoup, Mathieu. C'était une présentation fascinante. Évidemment, les occasions de l'IA sont immenses, ça peut être transformateur et sans doute on peut en profiter pour le grand public. Nous travaillons là-dessus, l'éducation, la santé, l'agriculture, etc. Mais vous avez aussi parlé des risques potentiels, particulièrement que l'IA peut amplifier les inégalités qui existent déjà et les instabilités dans les pays du Sud. J'ai appris un nouveau terme, les dictateurs numériques, la surveillance suralimentée, on peut en parler. Je pense que c'est extrêmement important et il faut essayer de suivre la technologie et être à l'avance, mais on ne peut pas laisser ce travail seulement aux technologues. Et notre travail peut faire du travail de pointe, des recherches de pointe, et travailler avec les gens qui vont subir les incidences de ces... Nous sommes heureux de répondre à vos questions. répondre à vos questions en anglais ou en français. Et je répète, des écouteurs pour une interprétation sont à votre disposition au fond de la salle. So, any questions or comments you have, there's microphones set up. We're not a huge group, but we'd like to hear from you. Le groupe n'est pas immense, mais on veut connaître vos commentaires. Vous pouvez vous présenter et vous pouvez poser la question, vous pouvez poser des questions à Jean, à moi ou à Mathieu. Merci. Je remercie encore Mathieu. Alors, c'est à vous. Il y a des écouteurs au fond de la salle si vous en avez besoin. Marianne Chambers, je suis gouverneur du CRD. Merci beaucoup, Mathieu, pour la présentation. J'espérais que ce serait équilibré et c'est le cas. Et ma question, vous mentionnez la valeur de la compréhension, les effets de l'IA sur l'avenir et l'atténuation possible de ces effets. Alors, je me demande si vous pouvez nous parler d'exemples de projets où vous prévoyez
ce genre de choses, c'est-à-dire le besoin d'équilibrer les risques dans un avenir très proche. Vous pouvez répondre et d'autres peuvent se présenter au micro. Merci beaucoup d'avoir posé la question. C'est une question très pertinente. Alors, je vais m'arrêter quelques secondes pour y réfléchir. Essentiellement pour moi, et c'est la raison pour laquelle j'ai parlé du fossé IA, parce que je pense que c'est le point d'entrée pour le changement. On entend parler souvent des préjugés sociaux aux nouvelles, mais je pense que ce sont des choses qui sont un peu à la marge des affaires, mais c'est le préjugé du CDI. Comment créer un renforcement institutionnel dans un pays où on peut faire les recherches et travailler avec les gouvernements pour que ça devienne une politique. Il y a pas de questions comment réglementer tout ça. Personne n'est d'accord. On n'est pas d'accord sur la portée de la perte d'emploi. 10 économistes vont donner des réponses différentes à cette question. Je ne suis pas économiste moi-même. Ça, c'est mon point d'entrée. C'est pour ça que je me concentre tellement sur ce fossé créé par l'intelligence artificielle. Inaudible. C'est inaudible. Elle pose la question sans micro, non. Tant pas la question dans la cabine. Une autre question pertinente. Je ne peux pas vous répondre de façon précise, mais on peut apprendre beaucoup sur la conception et l'élaboration et le déploiement de ces applications dans de différents contextes. Dans le but de l'atténuation, on parle beaucoup des techniques de design participatif. C'est pour ça que je dis que c'est important de faire participer les gens qui vont être touchés par ces applications. Mathieu a tout à fait raison. Mais ce qui est spécial au CRDI, c'est que notre expérience dans d'autres domaines peut contribuer à un meilleur design des projets à l'avenir. Je parlais de la richesse de notre personnel. Nous sommes seulement 360 personnes ici à Ottawa, peut-être 260 à Ottawa. 8, je devrais dire, parce que ma hanche est en acier. Sur le terrain, nous avons moins de 100 employés. Il y a beaucoup de savoir, pas seulement dans l'IA, mais dans d'autres domaines. Par exemple, dans le secteur technologique, le CRDI était à la fine pointe de la mobilité dans les années 80 et 90. On utilisait beaucoup de technologies, on faisait beaucoup d'investissements dans le domaine, mais on voyait que le secteur privé commençait à travailler très bien dans ce domaine. Mais l'abordabilité et l'accès étaient des facteurs qui nous limitaient. Alors, on a commencé à entrer dans les tarifs, l'accès pour tout le monde. Et maintenant, notre programmation est concentrée depuis un an sur la vie privée, le rôle de la technologie dans l'élaboration de la technologie et de la croissance inclusive. Et l'IA, c'est quelque chose qui surgit. Comme Mathieu l'a dit, c'est pas nouveau, ça porte une autre étiquette, mais ça fait partie de la transition. Quand on peut présenter un document comme celui-ci, c'est parce qu'il y a lui et d'autres ont fait beaucoup de travail. Quand on l'a présenté à la conférence de Montréal, il y avait plus de 2 personnes qui étaient debout, assis dans les escaliers. On était dans les médias le lendemain. On était au devoir, pas parce qu'on disait que l'IA était quelque chose de merveilleux, c'est parce qu'on équilibrait les occasions et les risques dans notre présentation. Merci beaucoup. D'autres commentaires, d'autres questions? Non? Moi, j'ai peut-être une question. Oui. Nasser.
Et ensuite, à Kwasime, il faut se présenter au micro. Merci, Margaret. Je vais donner un coup de main par rapport à la question de Marianne. Par rapport au projet qui pourrait atténuer les risques, d'abord, il y a la création de la capacité d'élaborer l'IA dans les pays du Sud. Quand ces pays participent au développement, il est moins probable qu'il y ait des préjugés contextuels parce qu'on crée ça dans le contexte et où les gens comprennent le contexte. Deuxièmement, il faut documenter des risques possibles. Mathieu a parlé des libertés civiles. Il a parlé de l'utilisation de l'IA dans des décisions sur la libération conditionnelle. Dans le domaine des droits de la personne, on voit des choses nouvelles liées au Myanmar, les choses qui s'attaquent aux droits de la personne dans plusieurs pays. On doit faire des recherches avec la participation des chercheurs dans les pays pour définir les risques et on doit documenter ce qui se passe pour que la société civile et d'autres groupes connaissent les risques potentiels. À moins qu'on les connaisse, on ne peut pas les atténuer. Ça pourrait être utile. Il y a des occasions d'utiliser les technologies pour contrecarrer certains défis. Nous avons un projet avec le groupe Sentinel qui contrecarre les mésinformations dans le Delta au Kenya et on applique ça au Myanmar. On est dans une époque de fausses nouvelles, on ne sait pas à qui faire confiance. Ça fait revenir l'être humain dans le paysage des dirigeants à qui on fait confiance avec la collaboration d'une équipe qui fait des recherches sur les rumeurs peut dire que certaines choses ne sont pas vraies et atténuer les tensions avant que ça aille trop loin. C'est un exemple d'un projet qui atténue le risque. Et ce qui est fondamental, c'est le renforcement des capacités de réglementation des gouvernements. Des choses comme l'intendance, la supervision, la surveillance. On fait face à ces questions au Canada. Le Conseil d'immigration des réfugiés utilise l'IA pour décider si les gens doivent rester au Canada ou retourner dans leur pays d'origine. Et ils considèrent les risques potentiels. C'est quelque chose que des textes et des documents doivent décider. On peut commettre des erreurs parce qu'il n'y a pas de contexte. Alors, ce rôle de surveillance est important. Et aussi la participation des gens dans les pays du Sud qui peuvent nous aider à atténuer les risques à cause. Merci beaucoup pour la présentation. J'ai une image à l'esprit de l'IA qui peut être un couteau qu'on utilise à bon ou à mauvais escient, au mal escient. Dans les médias, on lit sur l'avenir de l'IA, les possibilités qu'elle devienne un agent. Ce n'est pas seulement qu'un couteau utilisé par des êtres humains, c'est un couteau qui peut se déplacer lui-même et nuire et enlever la capacité des êtres humains d'agir. Est-ce que ça fait partie des risques? L'avenir de l'IA, ce serait de prendre le contrôle contre les êtres humains et mettre en danger l'humanité. C'est une question pertinente. Si vous voulez dire les idées de la particularité que ça pourrait créer une certaine conscience, franchement, ça ne me préoccupe pas beaucoup en ce moment. Ce qui est intéressant, c'est que l'IA est très puissante, mais en même temps, ses utilisations sont réduites et ça peut briser facilement. Ça travaille bien, mais on peut
l'apprendre à jouer aux échecs, mais on veut que ça reconnaisse une image, mais l'algorithme ne peut pas faire la transition. On a besoin d'une formation pour une tâche spécifique. C'est peut-être une discussion plus longue, mais je pense que ça peut devenir un risque. Mais c'est problématique de s'y concentrer. Maintenant, il y a des coûts pour le faire. Il y a des défis et des occasions sur lesquelles on devrait concentrer nos efforts maintenant. Ce que vous mentionnez est suffisamment loin pour le moment. Il y a un informaticien qui avait dit que ce n'est pas l'intelligence de l'intelligence artificielle, c'est que en réalité, elle est trop stupide et elle a déjà le contrôle du monde. Je pense qu'on devrait se concentrer sur ça pour le moment. C'était pour vous rassurer, évidemment. One is tempted to ask what. Bon, j'aurais envie de demander si cela vous tient éveillé la nuit. Ce sont les enfants qui le réveillent. Oui, ça c'est vrai, mes enfants. Bon, je n'ai pas abordé cela dans ma présentation. On parle beaucoup des risques des algorithmes biaisés, mais ça ne m'inquiète pas du tout. En fait, c'est problématique, on y accorde beaucoup d'attention, on apprend beaucoup à surmonter cela, justement. Et ça, c'est une belle occasion, justement, parce que c'est comme un miroir de la société. Le biais, le préjugé était dans la tête de quelqu'un à un moment donné, et puis tout d'un coup, on peut l'imprimer. Et ça, c'est très puissant. Mais ça ne m'inquiète pas. Et ce qui m'inquiète le plus, c'est les manipulations politiques et la menace aux démocraties libérales. Et ça vient de toutes sortes de directions. Entre autres, le potentiel de... les gens qui ont des emplois pourraient perdre leur pertinence parce que si on n'a plus besoin de personne pour tenir un marteau ou pour taper quelque chose, ils perdent leur pertinence. Alors, quand quelqu'un proteste pour ses droits, par contre, cette personne reste pertinente. Enfin, alors, on s'inquiète un peu de l'adaptation des démocraties face à cela. Vous avez peut-être entendu parler de cette recherche qui a été faite. Combien de gens ici utilisent Facebook? Peut-être 50%. Moi, je ne m'en sers plus. Et combien d'entre vous aimez les choses que vous voyez sur Facebook, là, quand vous l'aimez? Oui, bon. C'est probablement bien, ça. C'est une expérience très intéressante qui a été faite en 2015 par des chercheurs de Stanford et Harvard, je crois. Ils essayaient de comprendre... Enfin, vous savez, il y a des sondages auxquels on peut répondre. Si vous êtes sur Facebook, vous connaissez. On vous demande des questions sur votre personnalité. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont demandé aux gens de répondre à des questions sur leur personnalité. Ils ont obtenu d'autres données de Facebook et ont déterminé ce qu'ils aimaient. Ils ont essayé de marier les qualités qui s'attiraient. Eh bien, apparemment que c'est possible. On peut très bien le faire. J'ai l'information quelque part. Mais il y avait des gens aussi qui ont répondu à des questions sur votre personnalité, la personnalité des autres, le conjoint, les gens avec qui vous travaillez, les enfants et vos parents. J'aimerais bien avoir les statistiques sous les yeux, mais bon. Il faut à peu près 10 j'aime pour que l'algorithme puisse mieux prédire votre personnalité qu'un collègue de travail. Donc, ça... C'est très révélateur sur les collègues de travail. Il faut 70 j'aime pour être un coloc, 150 pour être un parent ou un frère ou sœur. Combien pensez-vous qu'il en faut pour battre le conjoint? 300. Alors avec 300 j'aime, l'algorithme vous connaît mieux que votre conjoint. Et ça a été fait, cette recherche, en 2015. Et on sait ce qui est arrivé tout de suite après avec le scandale de Cambridge Analytica. Alors, voilà ce qui me tient éveillée la nuit et la raison pour laquelle je ne suis plus sur Facebook. Merci, Matthew. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires ou questions? Bon. Eh bien, voilà. Alors,
Voilà qui conclut la partie formelle de la réunion. Thank you for joining us. We invite you to stay, to mingle, to talk. Merci. On vous invite à venir parler au gouverneur, au personnel, à faire un peu de réseautage. Et merci encore à Matthew. Alors, on ne dormira plus désormais. Merci à tous.